Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, visite du président sud-africain Jacob Zuma au Kenya. Cela n'était plus arrivé depuis la fin de l'apartheid. Au programme des échanges, sécurité, immigration et échanges commerciaux. Le Tchad a un candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il s'agit de son ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. L'élection aura lieu en janvier 2017. Et la Côte d'Ivoire a organisé les journées d'orientation des bacheliers, un rendez-vous qui a permis aux futurs étudiants de s'informer sur les établissements et les formations disponibles. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé effectuera une visite officielle d'État en Chine le 27 octobre prochain. Le dossier Simandou devrait être au cœur des discussions avec les dirigeants chinois et la société minière Chinalco. Pour rappel, ce projet consiste en un gisement de minerai de fer produisant 100 millions de tonnes par an pendant plus de 40 ans dans le centre de la Guinée. C'est une visite historique. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un président sud-africain se rend en visite officielle au Kenya. Le chef de l'État, Jacob Zuma, est attendu ce lundi. Avec son homologue Uhuru Kenyatta, il devrait être question principalement de sécurité et d'échanges commerciaux. Corinne Kandem. 22 ans après la fin de l'apartheid, un président sud-africain en visite officielle au Kenya. C'est inédit. Jacob Zuma est attendu à Nairobi par son homologue Uhuru Kenyatta dès ce lundi 10 octobre pour une visite de 3 jours. Les discussions entre les deux leaders se concentreront principalement sur le commerce, l'immigration et la sécurité. La visite d'État du président Jacob Zuma au Kenya est, de mon point de vue, triplement historique, donc du point de vue géopolitique, du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les États reprofilent leur diplomatie à l'aune des intérêts stratégiques des deux États. L'Afrique du Sud est une puissance continentale, tout le monde le sait, mais elle a besoin aussi d'une autre puissance qui est une puissance régionale, à savoir la République du Kenya. Le Kenya est le pays chantre de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, dans le cadre de la conférence internationale, qui abrite le principal aéroport, le principal port de la région et le principal chemin de fer. Ce qui veut dire que si l'Afrique du Sud aujourd'hui côtoie le Kenya, cela permet aux deux pays d'être gagnants. L'équation du visa, si cela est réglé, peut rentrer dans le cadre du schéma de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui voudrait qu'en 2063, l'Afrique puisse bénéficier, se doter donc d'un passeport continental. Ce qui serait un point important, parce que si les visas sont mis de côté, cela pourrait donc quintupler à coup sûr les relations commerciales entre les deux pays. La candidature de la ministre des Affaires étrangères kenyane, Amina Mohamed, au poste du président de la Commission de l'Union africaine sera également évoquée. En effet, l'appui de l'Afrique du Sud pourrait peser dans la balance en faveur du Kenya durant cette élection. Le Kenya pourrait tirer profit peut-être probablement du soutien diplomatique de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa candidature, sa ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'autre part, l'Afrique du Sud pourrait aussi compter probablement sur l'appui du Kenya et la compréhension kenyane afin d'établir des relations diplomatiques bilatérales qui pourraient être fondées sur, n'est-ce pas, une relation de visite sans visa. Si jusqu'ici les relations entre les deux pays étaient plutôt froides en raison des désaccords concernant plusieurs dossiers, cette visite de Jacob Zuma au Kenya marque sans aucun doute un tournant décisif dans leurs relations futures. C'est ce lundi 10 octobre qu'a lieu la cérémonie du prix international UNESCO Guinée équatoriale. Ce prix vise notamment à encourager la recherche et le développement de centres d'excellence en sciences de la vie. Depuis 2012, plusieurs projets et travaux ont été financés. De Gracias Podo. Créé par le Conseil exécutif de l'UNESCO, le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie est destiné à récompenser les projets et activités scientifiques contribuant à améliorer la qualité de la vie humaine. Il s'agit d'une initiative de la République de Guinée équatoriale qui vise à encourager la recherche, la mise en place et le développement de réseaux de centres d'excellence en sciences de la vie. Le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche scientifique a été créé selon les principes fondamentaux de l'UNESCO. L'ambition est de développer les centres de recherche en sciences de la vie pour réduire les pertes en vies humaines provoquées par les grandes maladies auxquelles nous sommes confrontés.
Ces dernières menacent la santé de l'ensemble de l'humanité et celle des Africains en particulier. À travers le prix UNESCO Guinée équatoriale, Malabo veut soutenir les recherches scientifiques dans le monde par le financement des projets des chercheurs pour la plupart dotés d'un potentiel énorme mais limités dans leur travail, dans leur engagement, faute de ressources financières nécessaires. La science et la technologie au service du développement constituent un véritable patrimoine pour l'humanité dont doivent pouvoir jouir tous les peuples du monde dans les mêmes conditions, sans aucune discrimination pour quelque raison que ce soit. C'est d'ailleurs là le rôle que joue l'UNESCO. L'objectif du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été créé précisément au nom de ce principe fondamental qui régit l'UNESCO afin de promouvoir la recherche et un développement approfondi des centres spécialisés en matière de sciences de la vie en vue de réduire les pertes humaines provoquées par les grandes maladies qui continuent, contribuant ainsi à résoudre les problèmes qui portent atteinte à la seule santé et qui causent un véritable fléau à l'humanité tout entière et au continent africain en particulier. La Guinée équatoriale se félicite aujourd'hui au regard du bilan depuis la création de ce prix en mars 2012. Malgré les controverses, le prix doté d'une enveloppe de $300 000 continue de récompenser la recherche en sciences de la vie à travers le monde. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de vivre la cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale ce lundi en direct du siège de l'UNESCO à Paris, en France, à partir de 16h30 GMT. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine devait élire un nouveau président pour la Commission, et ce en juillet 2016. Mais faute de consensus, le scrutin a été reporté en janvier 2017. L'occasion d'enregistrer la candidature de nouveaux prétendants. Le Tchad soutient ainsi le dossier de son actuel ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. Deogracias Podo. Le processus devant aboutir à la désignation du prochain président de la Commission de l'Union africaine se poursuit. Après le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Botswana et l'Ouganda, c'est au tour du Tchad d'annoncer officiellement sa candidature à la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma. N'Djamena, le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, est présenté comme le candidat idéal grâce à son expérience à la tête de la diplomatie tchadienne et son implication dans plusieurs dossiers sur le continent. C'est un cadre supérieur de la diplomatie et puis donc il a toutes ses chances. Son pays, le rôle de son pays, le rôle de son président, sa qualité professionnelle et la connaissance des dossiers. Maintenant, est-ce que la géopolitique sous-régionale africaine ne va pas jouer en d'autres défaveurs? Réunis en juillet 2016 à Kigali dans le cadre du 27e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernements africains n'étaient pas parvenus à désigner un successeur à l'actuel président de la Commission. Aucun des trois candidats en lice n'avait obtenu la majorité des 2/3 des voix nécessaires. Les élections ont été reportées au prochain sommet qui se tiendra en janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'organisation. L'OUA hier et l'Union africaine aujourd'hui, c'est des organisations qui se limitent à des conférences et elles n'ont pas d'action. Elles se limitent à des conférences, des rencontres, des résolutions, mais elles ne sont pas assez présentes dans le règlement des conflits dans le continent. Quel serait le président? Quel rôle il va jouer? Il faut booster un peu la diplomatie africaine, repositionner l'Afrique, faire entendre la voix de l'Afrique et également parler d'une seule voix dans le cadre des Nations Unies. De la crise au Darfour à celle de la Libye, en passant par les tensions politiques en République centrafricaine ou encore les problèmes sécuritaires au Sahel, Moussa Faki Mahamat semble avoir de nombreux arguments pour convaincre les chefs d'État et de gouvernement lors du prochain sommet prévu début 2017. Plusieurs fois ministre au sein des différents gouvernements tchadiens, mais aussi Premier ministre de juin 2003 à février 2005, il dirige la diplomatie tchadienne depuis 2008. Mieux informer les futurs étudiants sur les formations disponibles. C'était l'objectif des journées d'orientation des bacheliers organisées en Côte d'Ivoire. Elles ont eu lieu du 3 au 8 octobre. Et malgré la diversité des filières présentées, ils sont encore nombreux à vouloir intégrer la fonction publique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan, commenté par Oumouka Soumba. Une bonne orientation pour éviter un parcours universitaire difficile afin de mieux s'insérer dans la vie professionnelle, c'est l'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en organisant les journées d'orientation des nouveaux bacheliers. Logistique, transit, production agricole et entrepreneuriat, les journées ont été l'occasion de montrer la variété des choix et filières disponibles pour l'orientation des nouveaux bacheliers. Les étudiants ont découvert de nombreux métiers intéressants, mais beaucoup de futurs étudiants continuent de privilégier une carrière de fonctionnaire.
j'ai été satisfait puisque j'ai été situé dans quelle filière je dois m'orienter. Et moi, présentement, je compte faire RH-Com. Bon, je préfère être fonctionnaire. Ils nous ont présenté plusieurs écoles et aussi plusieurs filières. Ils ont carrément expliqué aussi ce que ces filières-là faisaient. Et donc, nous savons plus maintenant dans quelle école est-ce que nous allons nous orienter, aussi comment on le fait, aussi sur le net. Les professionnels de l'éducation ont proposé aux nouveaux bacheliers les conditions d'études et les débouchés pour les filières disponibles. Une bonne orientation est utile pour éviter que les étudiants soient amenés à reprendre les études dans d'autres filières quand ils n'arrivent pas à trouver un emploi ou intégrer la fonction publique après leur formation initiale. Il y a eu beaucoup d'exposants et de différentes sortes. Il y a même l'agriculture. J'ai été étonnée de voir des étudiants s'intéresser vraiment à l'agriculture, à l'élevage et tout. Mais vraiment, c'est vraiment formidable que nos petits frères s'intéressent à d'autres trucs que être fonctionnaire et tout. Les bacheliers d'aujourd'hui ne sont pas comme les bacheliers d'avant. Excusez-moi. Parce que ces bacheliers sont vraiment à l'aide NTIC. Ils s'informent avant de venir. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc quand ils viennent nous poser des questions, quels sont les débouchés par rapport à telle filière, il y a une satisfaction totale à notre niveau. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là pour aider toujours la jeunesse ivoirienne à pouvoir s'orienter. Les nouveaux bacheliers ivoiriens connaissent désormais les opportunités d'études qui s'offrent à eux pour s'orienter dans les filières à même de refléter leurs aspirations et leurs compétences. Ils sont conscients que leurs choix de carrière détermineront leurs possibilités d'emploi à la fin de leur formation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.